Moi, toute la semaine, je disais au mec, je vous jure, je vais avoir la pénalité de la gagne, ça va se passer comme ça. Toute la semaine, je l'ai rabâché, ils m'ont dit, mais arrête tes conneries. Je dis, je vous le jure, on va l'avoir comme ça. Les choses se sont bien faites, ça s'est fini comme ça et on va à la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui était pas dans un coin de ma tête quand j'étais enfant, mais je le regardais à la télé et je me disais, putain, j'aimerais la faire. Et voilà, on n'y est pas loin. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs pros d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un rugbyman toujours en activité. Formé à la section paloise, il a fait ses armes en Pro D2 et il a ensuite connu les joies du Top 14 avec Pau, Toulouse et Brive. Désormais joueur de l'US Carcassonne depuis 2021, il est également international portugais. Je reçois Samuel Marques. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, en terre paloise aujourd'hui, donc forcément content de revenir chez soi. Sam, merci d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. Je suis très content de te recevoir dans ce podcast, notamment parce que tu es mon premier représentant de ce magnifique championnat qu'est la Pro D2. Et l'occasion est belle, à travers ton histoire, de mettre aussi en lumière cette passionnante deuxième division. Si tu veux bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rappeler ton parcours sportif. Et si je me trompe, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22. Ta carrière pro démarre en 2009 à la section paloise. Tu y joues 3 ans. Puis en 2012, tu es prêté 2 saisons à Albi. À l'issue de ces 2 ans et plus de 50 matchs avec le SCA, tu reviens à la section. Coïncidence ou pas, c'est l'année de l'aventure de la montée en Top 14. Et après une petite saison dans l'élite, tu es recruté par une institution, le Stade Toulousain, pour lequel tu joues 1 saison. Puis tu prends la direction de Brive pour 2 ans. La première saison avec les Coujous est en Top 14, la seconde en Pro D2 avec une remontée directe à la clé. Ensuite, retour à Pau, encore 2 ans. Et après avoir connu 5 saisons en Top 14, tu choisis de retrouver la Pro D2 en acceptant l'appel du pied de l'US Carcassonne, club pour lequel tu joues toujours aujourd'hui. Et parallèlement à ton parcours de club, tu es aussi devenu en 2012 international portugais. Le Portugal, 20e et dernier pays qualifié pour la Coupe du Monde 2023. On y reviendra. Mais jusque-là, est-ce qu'on est bon ? C'est exactement ça, ouais. Bon, et bien parfait, on peut avancer alors. Et maintenant, je vais pouvoir m'arrêter un peu plus en détail sur ce parcours. Tu es né à Condom, dans le Gers, à environ 40 km au sud d'Agen, c'est ça, pour resituer ? C'est exactement ça. Terre de rugby donc. Et pourtant, je crois que c'est au foot que tu démarres ta carrière sportive, on va dire. Ouais, c'est au foot, oui et non. C'est que j'étais un enfant qui aimait courir un peu partout. Donc voilà, mes parents m'ont inscrit au rugby. Et pour commencer, voilà, mon père était président, mon frère joue au rugby, tout le monde, on est une famille de rugbymen, donc c'est vrai que j'ai commencé naturellement vers ça. Et ensuite, j'avais pas mal de copains qui faisaient du foot, donc voilà, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au foot, donc j'arrivais à faire le rugby et le foot en même temps, et après il a fallu faire un choix par la suite, donc je pense avoir fait le bon choix. C'est à quel âge que tu prends ta première licence au EOS Armagnac Rugby ? EOS, pardon. Ouais, USE. Non, du coup, je l'ai pris très tôt, à 4 ans. Et voilà, c'est quand même. 4 ans. Et j'ai commencé avec mes amis d'enfance qui sont encore aujourd'hui sur EOS. Donc forcément, c'était quelque chose pour moi d'incroyable. J'ai joué jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait jusqu'à mes 17 ans parce que j'ai été surclassé pour faire un match en première avec mon frère. Donc c'est vrai que j'ai vécu là-bas de belles choses et de grands souvenirs. Et j'ai des gens qui sont des amis d'enfance qui sont encore là-bas et c'est vrai que ce village me tient à cœur. Tu joues à EOS, je le prononce bien cette fois. C'est un club de série ? C'est ça. À l'époque, ils étaient en Fédéral 3. Ouais. Ils étaient en Fédéral 3, donc tu joues jusqu'à 18 ans. Comment la section, elle entend parler de toi et s'intéresse à ton cas ? Elle arrive qu'à l'époque, j'étais encore un junior. Je suis surclassé en senior pour faire plusieurs matchs avec l'équipe première et que il y a des recruteurs qui viennent et on part avec 3 copains, donc à l'époque en Réchelle, c'était encore à l'époque des Réchelles, et on part à 3 pour essayer quelque chose. Voilà, moi, c'est vrai que j'avais un rêve d'enfant de devenir professionnel et du coup... Dès tout jeune, voilà, j'étais fan du Stade Toulousain, j'avais des idoles qui étaient Michalak et Jean-Baptiste Elissal, donc forcément j'avais en tête d'essayer au moins et de voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, c'est vrai qu'une fois parti des Ozes, je signe à la section paloise en Réchelle et rapidement, je suis surclassé en espoir et de là, s'enchaîne mon contrat au centre de formation, mes contrats espoir et de là, mon premier contrat pro. Donc c'est vrai que ça s'est vite enchaîné et c'est que des bons souvenirs. Tu fais 2 ans en espoir et c'est lors de la saison 2008-2009 que ta carrière professionnelle démarre. À ce moment-là, Pau, c'est un club de milieu de tableau, de Pro D2. Et Joël Rey, le nouvel entraîneur de la section, un historique du club, te fait jouer ton premier match officiel contre Lannemezan.
Moi, j'imagine que ça battait fort dans le cœur. Bah, forcément que c'était un moment incroyable. Je m'entraînais depuis un petit moment avec eux. Mais voilà, les entraînements, c'est bien, mais on a toujours envie de jouer. Donc petit à petit, voilà, beaucoup de chance aussi parce qu'il y avait des blessés. Et je suis remplaçant et c'est vrai que je rentre. Et voilà, là forcément, ça a été un moment inoubliable. Mes parents étaient présents et beaucoup de fierté pour mon père. Donc voilà, c'est quelque chose qui restera jamais gravé. Ouais. Alors après cette première année découverte, on va dire, ton temps de jeu il augmente petit à petit. Tu grandis au rythme des ambitions du club finalement. Et en 2012, tu disputes même une finale de Pro D2 à Bordeaux contre Mont-de-Marsan, défaite 29-20 sous un soleil de plomb, je m'en rappelle. C'est la première grosse déception de ta carrière ? Déception, oui et non, parce que forcément, voilà, déjà très heureux d'être là. C'était un moment incroyable avec des bus de supporters qui se déplacent à foison. Donc ça a été un moment franchement inoubliable. Forcément déçu de perdre une finale parce qu'on n'a pas envie de perdre, mais c'est des moments que je garderai en moi et qui feront partie des bons moments quand je refermerai le livre. En cette même année 2012, tu prends une décision forte, tu choisis de quitter le cocon, puisque tu pars en prêt à Albi, toujours en Pro D2, pour découvrir un autre statut, celui de titulaire et aussi buteur numéro 1. D'ailleurs, ça aura certainement compté pour la suite de ta carrière, et notamment un moment historique très récent dont on parlera un petit peu après. Mais ces nouvelles responsabilités, forcément, elles t'ont forgé. Ouais, totalement. Après, voilà, pour la petite anecdote, c'est vraiment... bien après la finale que je demande à partir en prêt parce que je vois que le club recrute des neufs d'expérience, donc je me dis que moi je suis jeune et que c'est peut-être le moment de partir. Et il y a Henri Broncan qui m'appelait depuis un petit moment, donc voilà, le connaissant étant gersois lui aussi, j'hésite pas un moment, j'hésite pas longtemps parce que j'avais 20 ans et que je demandais qu'à jouer. Lui me donnait l'opportunité de jouer tous les matchs, de buter, donc forcément aucun regret. C'est 2 très belles années que j'ai passées à Albi et que franchement je garderai tout le temps. J'ai encore des amis qui sont là-bas et je leur garderai toute la vie, donc non, franchement c'était incroyable, ça m'a fait franchir un pas, donc je conseille à tous les jeunes de pouvoir se faire prêter, les jeunes qui jouent pas en top 14 d'aller en Pro D2 parce que on le voit, le championnat est de plus en plus élevé et c'est quelque chose de vraiment bien. Ça aurait été différent si vous aviez gagné la finale et si le club était monté en top 14 Non, franchement non, parce que dans ma tête, je voulais jouer tous les matchs et le recrutement avait été fait et voilà, 9 arrivées d'expérience. Moi j'étais jeune, j'avais joué quasiment 30 matchs peut-être, si de mémoire. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer. J'étais sous contrat encore avec Pau, donc je risquais rien. Mais voilà, c'est sûr que ça a été dur de quitter les copains, de partir. Mais quand on voit mes 2 saisons, je fais quasi plus de 50 matchs sur 60 possibles. Donc non, aucun regret. Tu fais en tout 2 saisons à Albi, puis tu reviens à Pau avec plus d'expérience. Il y a un nouveau coach, Simon Mannix. Bon, ça devait pas rigoler tous les jours à l'entraînement du côté du Hameau, mais ça a bien fonctionné. C'est une saison exceptionnelle. Un titre de champion de France au bout et pour toi, ce statut de titulaire que tu cherchais tant à Pau, dans ton club formateur. Ouais, tout à fait. Je reviens à Pau parce que à l'époque, il y avait Simon, David Ocagne et encore Jojo Ray. Du coup, David me rappelle. Moi, voilà, je reviens avec beaucoup d'envie, mais avec derrière un temps de jeu conséquent. Donc forcément, avec encore plus d'envie de gagner ma place. Et sur cette année-là, voilà, Simon me fait confiance. Je joue titulaire toute la saison et voilà, on écrase la Pro D2 clairement cette année-là avec un recrutement conséquent et un nouveau style de jeu aussi. Donc derrière, on est champion de Pro D2, donc c'était incroyable. Simon et son accent gersois. Non, mais il faut savoir que Simon, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi parce qu'il nous a apporté énormément. Alors peut-être qu'il est critiqué ici à Pau, mais pour moi, si la section elle est là aujourd'hui, c'est grâce à lui parce qu'il est arrivé avec ses nouvelles idées, il a mis le club en place et voilà. Alors il a peut-être des défauts, mais je crois que sans lui, le club aujourd'hui n'en serait pas là. Ton premier match de top 14, c'est un Stade Français Pau à Jean-Bouin. Tu es titulaire à la charnière associé à un certain Damien Traille en 10. Bon, il y a eu une défaite, mais malgré ça, c'est un moment forcément marquant de ta carrière. On doit mesurer aussi le chemin parcouru depuis les premiers pas dans le Gers. Ouais, tout à fait. C'est comme je l'ai dit au départ, c'était un rêve d'enfant de réaliser ça, de pouvoir être un jour joueur professionnel. C'était chose faite. Et voilà, il me manquait plus que le top 14. Donc en plus de ça, avec mon club de cœur, forcément, ça a été incroyable malgré la défaite. Mais l'année se déroule et on maintient le club et c'était quelque chose d'assez fort. Et au cours de cette première saison en top 14, il y a un club qui vient taper à ta porte, et pas n'importe lequel, le Stade Toulousain, le plus grand club de France. Comment se font les contacts et comment tu réagis à cette sollicitation ? Forcément, ça a été un peu un choc parce que voilà, je fais une belle saison. Mais
j'ai des touches avec d'autres clubs. Et là, à ce moment-là, mon agent me dit qu'il faut que j'attende un peu parce que j'ai peut-être le Stade Toulousain. Donc, je crois que pour n'importe quel joueur de rugby, le Stade Toulousain, c'est un rêve d'enfant. Donc, moi, en étant gersois, en plus, c'est vrai que je vivais Stade Toulousain, je regardais tous les matchs, tous mes idoles. Donc, voilà, ça s'est fait. Je suis allé visiter les infrastructures et ça s'est fait naturellement. Franchement, j'avais 2 clubs en balance. Pau voulait me garder, mais comme j'ai expliqué, c'était pour moi, ça se refuse pas. Tu peux pas dire non. Non, pour moi, c'était pas possible. Donc, j'en ai parlé avec Simon et clairement, lui, il a compris la chose. Il m'a dit, nous, on peut pas lutter contre le Stade Toulousain. Et voilà, il a compris, il m'a laissé partir et il était heureux pour moi, je le pense. Donc, voilà. Tu signes 1 an plus une année optionnelle, tu restes finalement une saison. Qu'est-ce que tu retiens de cette année à Toulouse où tu gagnes tout de même 14 feuilles de match, dont 11 titularisations, ce qui est honorable? Ouais, non, c'est un peu compliqué sur le départ parce que j'arrive, je suis clairement personne ne me connaît parce que je viens un peu nulle part. Alors même si j'avais des connaissances au club, j'arrive sur la pointe des pieds. Puis petit à petit, je me fonde dans le groupe, je rencontre des mecs franchement énormes avec qui je gardais encore des contacts. Donc c'est une année où ça a été parfois dur. Mais franchement, j'en garde que des souvenirs. J'ai joué avec des joueurs qui ont une carrière Thierry du Sautoir, je crois. Par exemple, j'ai fait le dernier match de Thierry du Sautoir. Donc pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant. Je l'ai réalisé. Encore une fois, je le dis, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de réaliser pas mal de mes rêves pour le moment. Et ça a été une très belle année. Alors voilà, peut-être que j'aurais pu continuer, mais j'en ai pris une autre décision. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Tu es ensuite recruté par Brive. Tu retrouves un statut de numéro 1. Pour le coup. Mais Brive termine dernier et descend. À ce moment-là, est-ce que tu n'es pas tenté de rester en top 14 plutôt que de redescendre d'un étage? Est-ce que tu as eu cette opportunité-là? Ouais, tout à fait. J'avais eu à l'époque Toulon qui m'avait contacté pour signer là-bas, mais je pars du principe que j'aime pas quitter le navire. Donc c'est vrai que les dirigeants brivistes comptaient sur moi et je voulais pas partir en sachant que le club descendait et je voulais pas en avoir les conséquences sur le dos. Donc je dis écoutez, je reste, il n'y a aucun souci. Et on a fait une année en Pro D2 derrière où on fait une très belle année. On a cette montée derrière. Et voilà, après, Pau me rappelle de nouveau. Donc forcément, l'appel du pied, quand c'est le club de cœur, c'est compliqué de dire non. Donc on s'est entendu, il me restait encore une année de contrat avec Brive. On a fait un échange avec Jules Blanc. Et c'est vrai que j'étais encore une fois heureux de revenir à la maison, mais heureux aussi de partir de Brive en le laissant au niveau où il mérite. En top 14, mais justement, tu mènes Brive vers la remontée directe. Malgré ce petit accroc avec ce match complètement fou à Pau en finale contre Bayonne. Forcément, quand on perd, on ne le voit pas pareil que quand on gagne. Et derrière ce premier match d'accession où tout le monde se demandait combien l'équipe de top 14 elle allait vous mettre. Ouais. C'était le premier match et au final, vous avez mis tout le monde d'accord. Niveau émotion, ça devait être incroyable ça. Déjà que la finale se passe à Pau, qu'on soit en finale à Pau, en sachant que les choses étaient faites avant pour moi, que je savais que je revenais, c'était très particulier. Jouer contre Bayonne, qui plus est, en sachant ce qu'il y a, l'effervescence autour de ce match quand on joue à Pau. C'est vrai que c'était très particulier avec un hameau archi comble. Ambiance de fou. Ouais, ambiance de fou, voilà, avec un match. On passe à travers parce qu'on était favoris, mais on passe à travers. Derrière, on prend cette pénalité à la 82e et qui, on sait le résultat. Et derrière, c'est vrai qu'on reçoit cette équipe de Grenoble qui pour nous était très costaud, mais on se pensait la tâche beaucoup plus compliquée. Au final, on se la rend facile et au final, on leur met 40 points avec un stade complètement plein et une effervescence énorme. Ta relation avec le public briviste, un peu je t'aime moi non plus. Des fois, c'était des très hauts, des fois un peu plus bas. Ouais, mais après, voilà, il faut prendre avec des pincettes. C'est vrai que j'ai appris tout au long de ma carrière de faire attention à ce que disent les gens parce que quand j'étais jeune, je le prenais avec beaucoup de... Ça te touchait? Ça me touchait parce que c'est vrai que c'est particulier. Il faut faire attention maintenant avec le recul, franchement. Tant que ça touche pas ma famille et que ça me touche que moi, peu importe. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que les gens fassent attention à ce qu'ils disent quand il y a les enfants ou ma femme ou mes parents à côté parce que eux ça les touche directement mais moi franchement je m'en fous. Et finalement du coup tu l'as dit, tu repars en top 14, pas à Brive mais avec Pau, ton 3e retour à la section. Qu'est-ce qui fait que ce club soit à ce point spécial pour toi au point que tu coupes jamais vraiment le cordon? Parce que c'est pour moi c'est alors j'ai commencé le rugby à Yoz, je rêve de le finir là-bas. Mais Pau, c'est ce club qui m'a donné la chance. J'ai tous mes amis qui sont ici. Je reviendrai vivre ici, donc forcément, quand eux m'appellent, j'hésite pas. Et
Je me sens bien ici et que ce club pour moi c'est une institution et qui mérite d'être au plus haut niveau et que tout simplement je peux pas le refuser. Il y a cette saison 2019-2020 qui commence plutôt bien mais qui est balayée par le Covid, tout s'arrête. Et la saison suivante, le coach Nicolas Gaudignon compte plus vraiment sur toi, ce qui le remplace pas beaucoup plus. Tu es 3e dans la hiérarchie des 9, tu as 32 ans et là encore tu dois prendre une décision. Ouais, je dois prendre une décision. Voilà, il change. Il y a Seb Kironi qui arrive et qui a une autre vision du jeu, qui veut mettre en place des jeunes. Alors, il me reste une année en option qui était validée par les anciens coachs. Donc, pour moi, c'était fait, quoi. Je restais là et je terminais ici. Et je pliais les bagages, je rentrais à la maison et c'était terminé. Mais voilà, les choses n'ont pas été ainsi. Seb a pas voulu me conserver parce que il y avait déjà 2 jeunes neufs en place et que on était tous du même niveau et qu'il voulait pas que ça se passe comme ça. Donc, chose que je comprends tout à fait. Derrière, j'en parle à ma femme, je me dis est-ce que j'arrête pas. J'avais des touches en top 14, mais j'avais plus forcément envie d'y aller parce que j'avais un petit, que je voulais en profiter aussi, que le rythme n'est pas le même, donc en Pro D2. Et là, Christian Labitte m'appelle, il me dit écoute Sam, nous on a besoin de 9 d'expérience, on compte sur toi, est-ce que ça t'intéresse ? Et puis j'ai dit écoute, j'en ai parlé et j'ai dit ouais il y a pas de souci, je viens, voilà. Donc j'ai fait déménager tout le monde et on est parti. Maintenant ça fait la 2e année à Carcassonne et on a vécu une première année assez exceptionnelle parce qu'on a qualifié le club pour les phases finales, chose qui n'était jamais arrivée à Carcassonne, donc c'était franchement incroyable avec un groupe d'amis qui j'ai rarement vécu ça, donc c'est vrai que au final aucun regret. Oui, parce qu'au final, Carcassonne, donc où tu signes là-bas, tu sembles vraiment t'éclater, retrouver, on va dire, une seconde jeunesse. C'est un des plus petits budgets de Pro D2. Et puis pourtant, tu l'as dit, notamment cette première saison, vous gagnez les matchs et vous arrivez jusqu'en phase finale. C'était assez fou finalement. Ouais, c'était fou parce que quand on voit le budget, mais c'est là qu'on se rend compte que l'importance du lien entre les mecs qui jouent, quoi. Parce que franchement, quand je suis arrivé, je me suis dit putain, où c'est que je suis tombé, quoi. Les infrastructures, c'est de la merde. Ah ouais. Pardon du mot, mais on arrive comme ça, on se dit putain, ça va quand être... t'as connu le Stade Toulousain, forcément. Ouais, mais non, mais même pas. Franchement, les mecs, on prend la voiture pour aller s'entraîner, on revient au stade, enfin, on est plein de boue. C'est atypique, quoi. Mais quand j'arrive là-bas et qu'on fait cette première partie de saison, je crois qu'on est 10e. Puis là, il y a un déclic, on gagne à Colomiers. Derrière, on enchaîne les matchs. Et à la fin, on joue pour se qualifier. Sur le dernier match, on reçoit Bayonne. On prend un rouge à la 30e. On se dit putain, ça va être dur. Puis là, on se resserre dans le vestiaire, on leur met 40 à la fin, on se qualifie. Et pour la ville, le club, c'était incroyable, franchement. Bon, par contre, cette année, c'est un peu plus dur. Les résultats sont un peu moins bons. Il faudra batailler jusqu'au bout pour se sauver. Ouais, tout à fait. Après, voilà, les années se suivent, ne se ressemblent pas, on va dire. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué cette année, avec beaucoup de mouvements, des joueurs importants qui sont partis. Maintenant, le championnat est encore long, c'est serré. Donc, on va d'abord se maintenir et on verra ce qui arrivera. On a parlé du club. On ne peut pas ne pas parler de la sélection. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es de nationalité française, mais tu es bien international portugais. Mon père est né au Portugal, il est arrivé en France à 6 ans. Et voilà, moi je suis bien français, mais de par la nationalité de mon père, j'ai pu être international portugais. Et tu y allais peut-être aussi quand tu étais jeune ou... Non, franchement non, parce qu'il arrive à 6 ans, que mes grands-parents, tout le monde est en France, donc j'y suis allé, mais en voyage, mais simplement comme ça, quoi. Et donc c'est depuis 2012 et une tournée en Amérique du Sud ? Ouais, tout à fait. Première tournée Chili-Uruguay, c'était fou aussi. Ouais. Comment tu te retrouves à porter ce maillot des Lobos ? Comment ça se fait, les contacts, tout ça ? Ça se fait que, on le sait, la communauté portugaise en France est assez importante. Donc, le pays a voulu se structurer comme les autres pays, j'ai envie de dire. Parce que quand on regarde d'autres pays, on va dire les vrais Espagnols et les vrais Portugais, il y en a très peu. Donc, là, ils ont quelqu'un qui recherche les personnes qui sont potentiellement sélectionnables. Et elle nous appelle, elle nous propose la chose. Voilà, après, c'est au bon vouloir de la personne. Moi, j'ai pas hésité, j'ai voulu y aller. Après, j'ai connu un long break. Entre 5 et 7 ans, j'ai pu y aller parce que c'était très compliqué. On était à l'hôtel, on attendait le soir que les mecs finissent de travailler pour s'entraîner. Donc, on s'entraînait à 20h. Les journées étaient longues, c'était... voilà. Et là, le retour de Patrice Lagisquet depuis 4 ans m'a fait faire marche arrière parce qu'il a voulu structurer la chose. On s'entraîne maintenant le matin et l'après-midi. Les mecs soit posent des vacances ou vont bosser entre les entraînements. Donc voilà, c'est devenu un peu plus professionnel et beaucoup plus structuré.
Et puis tu as parlé des difficultés logistiques. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile non plus durant ta carrière de convaincre les clubs de te libérer. Alors ils le font pour les grosses nations, contraints et forcés, mais pour celles du tiers 2 voire du tiers 3, ça peut coincer. Peut-être que ça a pu coincer pour toi des fois. Coincer, non, parce que j'avais fait un gros break et que j'avais mis entre parenthèses. Mais pour moi, il n'y a pas de petite ou de grande nation. C'est que quand on est sélectionné avec un pays et que l'on veut y aller, il faut le représenter à fond. Donc la chose elle est là. Il faut savoir aussi que quand les clubs reçoivent une convocation, soit ils nous libèrent. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas jouer avec le club. La fédération a le droit de nous bloquer. Donc, on va dire que les clubs où je suis passé et la sélection sont toujours bien entendus. On fait les choses bien. Quand on veut représenter un pays, quand on veut aller chercher une Coupe du Monde, quand on veut aller chercher un gain d'un tournoi, il faut le faire à fond ou pas le faire. Tu as parlé de ton break et pendant ce temps-là, le Portugal a connu une petite traversée du désert. Je crois qu'il était même en 3e div européenne avant la Coupe du Monde 2019. Et puis c'est remonté petit à petit. Tu l'as dit avec l'arrivée de Patrice Lagisquet. Vous repassez en 2e division. Vous jouez de nouveau le 6 Nations B et la qualif pour la Coupe du Monde. Vous terminez 4e, donc pas qualifié a priori. Et puis il y a cette sanction de 10 points contre l'Espagne qui vous remet dans le coup et l'espoir renaît. Ouais, tout à fait. On fait un premier tournoi. Il faut savoir que c'est sur 2 ans les qualifs et qu'on fait un premier tournoi où on finit second. Donc on a toutes nos chances de nous qualifier. Le second tournoi, voilà, on fait des matchs où on passe à travers, on doit les gagner, mais on les perd et on finit 4e. Donc voilà, on est disqualifié. Et après, tout le monde sait ce qui s'est passé pour l'Espagne qui a perdu 10 points. Les Roumains passent second et nous, on passe 3e et on a la chance, encore une chance de plus de faire ce tournoi de rattrapage qui est à Dubaï. Et alors justement, il y a ce tournoi de repêchage à Dubaï avec ta famille que tu emmènes et cette finale contre les États-Unis pour le dernier match. Une défaite vous élimine, un nul ou une victoire vous qualifie. À 5 minutes de la fin, vous êtes mené de 3 points et vous êtes à 2 doigts de craquer. Puis vous gagnez une pénalité à 5 mètres de votre ligne en mêlée. Vous revenez dans le camp américain, l'arbitre lève le bras, avantage pour le Portugal. Votre ouvreur tape le poteau sur sa tentative de drop et derrière, après la sirène en patron. Tu passes la pénalité de la qualif. Et on imagine que là, c'est pas loin d'être le grand moment de ta carrière. Ouais, tu vois, rien que le fait d'en parler, j'en ai des frissons, donc forcément, franchement, j'ai pas de mots parce que j'avais ma famille qui était là, je croyais réellement en nos chances, je savais qu'on avait les capacités pour se qualifier, et je voulais pas que mes enfants et ma femme me manquent ça, donc je leur ai demandé de venir la dernière semaine, qui était potentiellement le match d'une finale, quoi. Donc le début de notre tournoi se passe bien, on fait les 2 premiers matchs, on les gagne, donc on arrive en finale. Vraiment, c'est le match de la finale contre les États-Unis, en sachant que Patrice Lagisquet nous avait dit au début du tournoi de marquer le maximum de points, même si on avait le bonus, parce que si on était à égalité à la fin du tournoi, on passerait devant. Donc le premier match fait, on est 2e au goal average. Le second passe, on joue les Kenyans, on leur met 85 points. Et là, on passe devant les États-Unis. Donc on sait que si on fait match nul, on passe devant eux à la fin du tournoi. Donc c'est des petites anecdotes qui font que c'était fou, quoi, parce que moi toute la semaine je disais au mec, je vous jure, je vais avoir la pénalité de la gagne, ça va se passer comme ça. Toute la semaine je l'aurais rabâché, ils m'ont dit mais arrête tes conneries, je dis je vous le jure, on va l'avoir comme ça. Et au final t'as raconté la chose, quoi. C'est que on a cette mêlée à 5 mètres, mais on est toujours dans le match parce qu'on le sait au fond de nous que si on fait match nul, on est qualifié, quoi. Et on tente le tout pour le tout. Alors nous, bien sûr, on fait les choses à l'envers, j'ai envie de dire, parce qu'on pénale touche au lieu de faire un mold, d'avoir un bras tendu. Non, qu'est-ce qu'on fait? On écarte le ballon, on va jouer derrière, on tape le ballon, on part dessus, on leur rend le ballon. Je me dis putain, mais ils sont fous. Donc et là derrière ils tapent en touche molle et là on les met à la faute et derrière il y a ce drop qui pour moi c'est une éternité parce qu'il part, il monte, je me dis putain mais il va jamais redescendre, il touche le poteau. Voilà, j'avais vu le bras tendu, donc je me dis maintenant voilà, c'est à toi de finir le taf, quoi. Donc après j'ai la chance de la taper bien, qu'elle passe. Bon, finalement c'est pas plus mal que ce drop il touche le poteau après avec le recul. ouais, mais à l'inverse ça aurait pu être un peu plus compliqué, mais c'est vrai que les choses sont bien faites, ça s'est fini comme ça et voilà, on va à la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui était pas dans un coin de ma tête quand j'étais enfant, mais je le regardais à la télé et je me disais putain j'aimerais la faire et voilà, on n'y est pas loin. Ouais, c'est magique, surtout que faut quand même resituer, mais les États-Unis, c'est un pays qui fait tout le temps la Coupe du Monde avec des joueurs. Mais ils étaient partis 4 semaines avant ce stage à Dubaï, en Afrique du Sud, pour préparer ce tournoi. C'est sûr que nous, le Portugal, on a eu du mal déjà pour aller jusqu'à Dubaï, donc forcément, c'est 2 pays qui s'opposent, on va dire. Donc, mais c'est vrai que c'est la beauté du sport. Si on se pose un peu, tes 2 dernières années, elles ont été quand même très riches. Sportivement, il y a cette qualif pour la Coupe du Monde. Il y a aussi cette sélection avec les Babas. On n'en a pas parlé d'ailleurs. C'est quelque chose que je crois ça t'a vraiment plu. Forcément. Pour moi, les Babas, c'est... Encore une fois, je vais me répéter, mais quand tu joues au rugby, tu les regardes, c'est un rêve d'enfant.
t'as envie d'être sélectionné, tout le monde a envie de faire les babas. Et moi, je suis à l'île Maurice avec ma femme en vacances et je me dis, bon, écoute, là, je rentre de l'île Maurice pour aller avec le Portugal et là, on m'appelle, on me dit, tu veux partir avec les babas? Je dis, attends, j'ai la tournée avec le Portugal, j'ai 3 matchs importants et ça tombe en plus entre ces 3 matchs. En fait, si tu vas avec le Portugal, j'ai 2 matchs, un week-end off et un match avec le Portugal. Donc ça tombe pile sur la semaine off. Donc je lui dis, bah, écoute, ouais, je pars au Texas avec vous, quoi. Donc on part au Texas avec un groupe de barjots, franchement, les mecs, c'était des fous. Donc, ouais, c'est vraiment ce qu'on dit, on est là pour s'éclater. Ouais, totalement. Mais là, c'était... franchement, je crois que le groupe qu'on avait, j'ai jamais vu que ça, quoi. Il y avait vraiment une ambiance de taré, donc et c'est encore un rêve de plus. Et en plus, c'était contre les États-Unis. C'était contre les États-Unis. Ouais, mais c'est fou. Bon, parce que là-bas, t'es un peu l'épouvantail, quoi. Ouais, mais c'est sûr que quand on met tout dans le contexte, c'est un enchaînement de choses qui est assez fou. Donc là, ça fait, on va dire, plus de 3-4 ans, parce que j'ai eu la naissance de mes enfants à Pau. Après, j'ai dû partir. C'est fou. Et en plus, cette Coupe du Monde qui arrive, c'est en France, avec toute ma famille qui sera présente. Ouais. Et dans le même temps, il y a aussi cette nouvelle vie de chef d'entreprise que tu as démarré au milieu de ta dernière saison à Pau, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai monté ça avec mon ami d'enfance parce que ça nous trottait depuis un petit moment dans la tête. Et on a eu un peu peur au départ. Et voilà, on s'est lancé. Moi, en jouant à Pau, j'avais mon réseau. Lui, il avait son expérience parce qu'il a une entreprise dans le Gers à Eos. Donc forcément, on a eu un peu peur. Et au jour d'aujourd'hui, franchement, on est heureux de ce qu'on a réalisé parce qu'on a une équipe au top qui marche très bien et une ambiance, voilà, avec pas mal de rugbymen. Voilà, c'est tous les mecs qui sont là. Je les connais grâce au rugby et je crois que c'est des valeurs importantes qui sont à part entière dans la vie. En plein Covid. Parce que ça, fallait l'oser quand même. Ouais, il fallait l'oser. Après, j'ai profité du Covid, on a fait les travaux, on en a profité, voilà. Mais il faut se lancer dans la vie. Si on ne se lance pas, on ne peut pas y arriver. Donc c'est vrai que, bien sûr qu'on a eu peur, hein, mais au jour d'aujourd'hui, on marche, hein, on est content de tout ce qui se passe ici. Et je crois que l'équipe est contente de ce qu'on leur donne aussi. Et voilà, moi, malgré tout, je suis pas souvent là parce que avec le rugby, je suis loin et que c'est pas facile, mais j'ai entièrement confiance en tout le monde. Les premiers mois, tu jouais à Pau, tu jouais moins en club et puis tu étais sur place, donc tu avais peut-être un petit peu plus de temps. Là, depuis, tu es à Carcassonne avec un temps de jeu bien plus conséquent et d'autres responsabilités. Est-ce que tu arrives tout de même à dégager un peu de temps pour ta société? J'arrive quand je suis en vacances, tout simplement. Voilà. Après, le but, moi, quand je suis revenu à Pau, c'était que je finisse à Pau. Hein, réellement, moi, dans mon but, je suis revenu à Pau, c'était pour terminer ici. Et c'est vrai qu'à 31 ans, je me suis dit, putain, je suis en forme, je suis pas blessé, c'est con d'arrêter, quoi. Donc, j'ai eu cette opportunité. Et derrière, voilà, je l'ai dit encore une fois, et on a monté quelque chose qui est solide avec une base qui est sur l'amitié et une équipe qui fonctionne vraiment avec nos valeurs. Donc c'est des valeurs fortes pour nous et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on est vraiment fiers de ce qu'on a réalisé. Et voilà, maintenant, moi, j'ai du mal à décrocher du temps parce que y a la route, la distance et que je m'entraîne quasiment tous les jours. Donc forcément, mais comme je l'ai dit, la personne avec qui j'ai monté ça est quelqu'un de confiance et que je lui fais entièrement confiance. Le responsable de l'agence, c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance aveugle, donc ça se passe très bien comme ça. Est-ce qu'il y a des aspects de la vie de chef d'entreprise que tu n'imaginais pas et que tu as découvert comme ça ? Bien sûr que nous, quand on a la chance de vivre d'une passion, c'est totalement différent. Quand tu es chef d'entreprise, tu as la pression du résultat, c'est une pression différente. Alors bien sûr, quand tu es sportif, tu dois gagner tes matchs, mais là, tu as des salariés, tu dois prendre, voilà, tu mets des personnes en danger, donc forcément, c'est différent. Mais comme je le dis, on est obligé de se lancer. Si on a peur de l'échec, on ne peut pas y arriver. Est-ce que le fait d'être rugbyman pro et d'avoir une certaine notoriété, à Pau notamment ici, ça a parfois pu aider à débloquer des situations ou faciliter certaines situations auprès de la banque, auprès des clients? Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile de monter une société quand on est d'ici et qu'on connaît un peu de monde, donc forcément ça a été cette chose qui est rentrée en jeu aussi. On l'a fait parce que j'étais là et que je connaissais du monde et que forcément le rugby ça allait nous ramener des clients. Et on le voit encore au jour d'aujourd'hui, quand les gens sont en terrasse dehors et que je suis là, ils viennent me dire bonjour, donc forcément ça fait énormément plaisir. Mais je sais très bien que le rugby, ça dure qu'un moment et que les gens nous oublient vite. Mais voilà, moi, je vis pas pour la célébrité. Hein. Franchement, je suis content de ma carrière, des gens qui m'entourent, de ma famille. Le reste, je l'ai dit, c'est pas important. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Sam Marquès, le chef d'entreprise, il serait plutôt Bernard Pontenot, Simon Guillam ou Fred Calamel, 3 des présidents que tu as connus à Pau, Brive et Carcassonne?
C'est une question compliquée, mais encore une fois, mon cœur va parler. Bernard, c'est mon président, c'est celui avec qui j'ai vécu une montée, avec qui j'ai commencé ma carrière pro. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est dans mon cœur et qui restera toujours. Et je sais que si j'ai besoin de lui, il sera là. Donc forcément, je m'entends très bien avec les autres présidents. Il n'y a aucun souci, mais Bernard, pour moi, c'est pas un second papa, mais pas loin. Tu connais ce bruit, c'est la sirène. Il y a un bonus à aller chercher. Alors, pas d'en avant, interdiction de botter en touche. Tu as 34 ans. Tu es donc un peu plus près de la fin que du début de ta carrière sportive. Jusqu'à quel âge penses-tu jouer au rugby au haut niveau ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'ai toujours cette envie, ce bonheur de jouer, de me retrouver dans le vestiaire avec les mecs. Donc, tant que j'aurai cette passion, je pourrai continuer. Tant que ma santé le voudra aussi. C'est vrai que j'ai été épargné par les blessures. J'espère que ça va durer. Maintenant, je sais que c'est pas éternel. Mais pour le moment, je le dis et je le redis, j'ai la santé, j'ai l'envie, j'ai tout le monde qui me soutient, j'ai mes enfants qui commencent à grandir et qui se rendent compte aussi des choses. Donc forcément que j'ai envie de leur montrer aussi mon monde à moi et pourquoi pas leur donner envie. Donc l'âge exactement, je sais pas, mais tant que je peux, je continuerai. Ouais. Alors, ça sera pas donc en juin, rassure-moi, de toute façon, tu as une Coupe du Monde à préparer. Non, ça sera pas en juin, ça c'est sûr. Tu as déjà fait dans ta carrière 2 retours à Pau, 3. Ouais. Le 3e, il a plus de chances de se faire dans un rôle de joueur, d'entraîneur ou de simple citoyen et gérant d'une agence immobilière. De joueur, c'est sûr que non, parce que je suis à un âge où je pense que les clubs sont pas intéressés forcément par mon expérience et de mon âge aussi, je comprends tout à fait. Comme entraîneur, je sais pas, parce que je ferme pas les portes et que peut-être j'ai envie de transmettre, mais plus à des jeunes, donc je sais pas. Comme chef d'entreprise, c'est sûr. Et le reste, franchement, je ferme pas les portes parce que j'aime le rugby, j'aime transmettre, donc c'est quelque chose que je peux imaginer. Ouais. Le 16 septembre prochain, le Portugal jouera à Nice son premier match de Coupe du Monde depuis 2007 face au Pays de Galles. On te souhaite évidemment d'y être, mais si tout va bien et que tu y es, la Coupe du Monde de tes rêves sur un plan collectif et individuel, elle serait comment ? Non, la Coupe du Monde de mes rêves, elle n'existe pas parce que la Coupe du Monde, c'est déjà un rêve d'y être. Donc, prendre beaucoup de plaisir et donner du plaisir aux gens. Je pense qu'on est une équipe qui joue énormément au rugby et je sais qu'on va rendre fiers les personnes qui nous aiment. Déjà, ça va être important. Et vraiment, prendre le maximum de plaisir. On sait qu'on ne gagnera pas la Coupe du Monde et on en est conscient, bien sûr. Mais on va jouer crânement nos chances. On va se battre, on va essayer d'envoyer beaucoup de jeux parce que c'est la mentalité de cette équipe portugaise, donc on va pas déroger à ça et on verra. Après, je sais pas, la Coupe du Monde de mes rêves, c'est déjà que mes enfants soient là personnellement avec ma famille, mes amis, ils vont faire les déplacements et ça déjà pour moi c'est quelque chose, franchement ça sera des souvenirs à vie quoi. La chance de faire une Coupe du Monde en France avec sa famille, je crois que c'est incroyable, donc le reste, les résultats ils suivront ou pas. Mais on va donner beaucoup de plaisir et en prendre, non. Eh bien, je crois qu'on a tous hâte d'y être et on va forcément te suivre et vous suivre. Les Lobos, Sam, merci d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis et avant de nous quitter, permets-moi de te souhaiter une grande année 2023, faite de nouveaux succès, que ce soit sur le terrain du sport ou du business. C'est gentil, merci. Merci à toi aussi alors. Merci Sam. Allez.